Bon, ben, on va commencer. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2026, une très bonne santé. Et comme disait Antoine qui m'a fait passer plein de mathématiques, puisque Maria Mirzakhani, qui est une grande mathématicienne, c'est la seule mathématicienne d'origine iranienne qui a eu la médaille Fields, et l'une des deux seules mathématiciennes qui a eu la médaille Fields en général, qui disait que plus elle faisait de mathématiques, plus elle était heureuse. Donc je vous souhaite de faire plein de mathématiques cette année. Elle est décédée malheureusement, hein, jeune, puisqu'elle avait un cancer, je crois. Elle est décédée il y a 2 ou 3 ans. Et elle était spécialiste en particulier de la géométrie hyperbolique, de certains problèmes de géométrie hyperbolique dont je vais parler dès que je vais y arriver, dès que j'aurai le temps d'y arriver. Voilà. Donc, pour cette année, on termine tout d'abord aujourd'hui, je vous rappelle globalement le plan, on termine ce que j'avais fait sur la géométrie projective. Alors je vais... Non, c'est pas ça. Je ne veux pas... Je vais faire en sorte que... Excusez-moi, je vais faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en veille. Pour ne pas être embêté. Voilà. Donc, je vais terminer la partie du cours qui concerne ce qu'on appelle la géométrie projective, c'est-à-dire la mathématisation de la perspective. Après avoir fait la géométrie de la sphère, comme 2 cas particuliers qui montrent qu'il existe d'autres géométries que la géométrie euclidienne, même si à l'époque où ces 2 géométries dont je parle n'étaient pas considérées comme non euclidiennes, eh bien, ce sont quand même des contextes dans lesquels on n'utilise pas les propriétés de la géométrie euclidienne. Alors, on avait vu que la perspective, qui au départ est une technique de dessin du XVe siècle, la perspective mettait en jeu l'horizon, c'est-à-dire une droite à l'infini et des points à l'infini, et que ce problème des points à l'infini va devenir d'une certaine façon un enjeu en géométrie, c'est-à-dire ces points à l'infini qui n'existent pas dans la géométrie euclidienne, c'est-à-dire comment rendre compte de ces points et de ces éléments à l'infini en géométrie. Alors pour le moment, je parle de géométrie plane. Donc dans un plan, vous avez une ligne d'horizon, donc des points à l'infini. Cette ligne est elle-même à l'infini. Et comment rendre ça compréhensible? Puisqu'au départ, ça a été fait par Desargues au XVIIe siècle. C'est lui qui a parlé le premier d'éléments à l'infini en mathématiques. Et ça n'a pas du tout été compris, en fait. Son travail n'a pas du tout été compris, même s'il était extrêmement novateur. En plus, à cette époque-là, il y a eu une mise en avant de la géométrie de Descartes, la géométrie avec des coordonnées, qui a d'une certaine façon étouffé complètement la géométrie classique, puisqu'on a remplacé la géométrie classique qui raisonnait sur des figures par une géométrie dans laquelle on raisonne sur des calculs. On remplace les droites par des équations, les points par des coordonnées, etc. Bon. Mais au XIXe siècle, va cette géométrie un peu oubliée entre le XVIIe et le XIXe, va réapparaître, en particulier, alors j'avais donné la liste des gens qui ont participé à ça, je ne vais pas y revenir, en particulier par Möbius. Möbius, il est connu par ce qu'on appelle le ruban de Möbius, mais en fait, il a fait un travail très important en géométrie projective. Alors, quel était le problème à résoudre? Le problème, c'est qu'est-ce que c'est ces éléments à l'infini? Comment on peut en parler? Parce qu'on a des éléments à l'infini, bon, ben, ils sont où? Ils ne sont pas dans le plan, parce que sinon ça contredit la géométrie euclidienne. Donc ils sont quelque part en dehors du plan. Donc il faut trouver un moyen
mathématique de se représenter concrètement, enfin concrètement au sens mathématique, c'est-à-dire avec des objets qui existent mathématiquement. Comment faire ça? Comment arriver à ça? Et donc, Möbius et d'autres vont commencer par dire, c'est la première phrase, que on va considérer les points du plan projectif comme étant les droites dans l'espace passant par l'origine. Autrement dit, si je suis dans un plan, qu'on appelle le plan euclidien ou le plan affine, donc je suis dans le plan habituel, on va dire, eh bien, dans ce plan, je voudrais rendre compte de l'existence des points habituels, plus une droite à l'infini. Une droite qui contient les points à l'infini. Donc comment je fais? Je vais mettre ce plan dans l'espace. Alors je vais considérer qu'ici c'est ici c'est z égale 1. Donc les coordonnées c'est x, y, z. Pour le moment, je n'ai pas besoin des coordonnées, mais je les mets comme ça. Donc je considère que le plan sur lequel je travaille, le plan affine, c'est le plan qui est là, et je fais toute la géométrie là-dedans, mais je plonge ce plan dans l'espace, et puis je vais appeler point du plan projectif une droite, n'importe quelle droite, enfin toutes les droites même en fait, qui passent par là. Ça, c'est un point projectif. Bon, alors ça a l'avantage d'être une représentation concrète qui va permettre de dire où sont les points à l'infini. Les points à l'infini, ça va être les droites, donc les points projectifs à l'infini, ça va être les droites qui passent par O, mais qui sont dans ce plan-là, qui ne coupent pas donc ce plan-là. Donc finalement, parmi toutes les droites passant par O, parmi tous les points donc, du plan projectif, il y en a certains qui sont à l'infini, du point de vue de ce plan-là. Ce sont ces points-là. Ça, c'est un point à l'infini. Ça, c'est un point, on va dire, à distance finie. En noir ici, point projectif à distance finie. Alors le mot distance ne doit pas être, je ne sais pas comment dire autrement, mais je le dis à distance finie. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'infini, quoi, tout simplement. Il est dans le plan euclidien, vraiment, lui. Alors justement, ça permet de rendre compte, donc c'est la première partie, ensemble des droites de l'espace tridimensionnel, passant par un point O. Un point O, c'est l'origine du repère. En réalité, ça n'a pas d'importance, on en choisit un, puis c'est l'origine. L'important, c'est qu'il ne soit pas, le point O ne doit pas être dans le plan affine. Il doit être en dehors. Après, le reste, c'est qu'une question de convention de repère. Puis de toute façon, là, je n'ai pas besoin du repère même, j'ai dessiné. Donc, quel est l'avantage de cette présentation? C'est qu'on a, dans le même contexte mathématique, c'est celui des droites, on a à la fois les points à distance finie et les points à l'infini. Bon, oui? Peut-être mal compris, mais ça veut dire que tous les points qui ne sont pas sur le plan sont à l'infini, alors? Tous les points? Qui ne sont pas sur le plan z égale 1, entre guillemets, sur le plan affine que vous avez... Ils sont à l'infini, oui. Enfin, tous les points... justement, la question, c'est où ils sont. Donc, ils ne sont pas dans le plan, ils ne sont pas dans ce plan-là. C'est-à-dire les points qui sont dans le plan euclidien ne sont pas à l'infini. Par contre, les autres, on ne savait pas où les mettre. Et du coup, cette représentation-là, elle permet de dire les points qui sont dans le plan affine, c'est ces droites noires, là. Et les points qui ne sont pas dans le plan affine, et donc ces droites rouges, sont les points à l'infini. Donc on a, d'une certaine façon, homogénéisé, pas dans le même sens dont je vais parler après de coordonnées homogènes, mais homogénéisé la représentation des points du plan projectif. Ceux qui sont à l'infini,
ont finalement le même statut. Hein, si j'enlève le repère ici et que je mets le point O, et que je dis, bon, ben, et même j'enlève ce plan-là, ben maintenant, j'ai un ensemble de droites, c'est tout. Et ces droites sont les points du plan projectif. Alors, c'est une gymnastique mentale d'imaginer que les droites sont des points. Hein, c'est un peu comme lorsqu'en géométrie sphérique, on dit que les cercles sont des droites. Donc là, il y a une espèce d'abstraction, mais qui mathématiquement va permettre, on va voir, de faire des calculs, justement. Alors, effectivement, cette représentation-là est très abstraite quand même, et donc on a essayé de la concrétiser. La concrétiser, on a dit, bah, finalement, ça c'est le deuxième point. Alors il y a un point intermédiaire que j'ai oublié d'écrire, mais enfin je vais le dire tout de suite. Finalement, si je mets une sphère ici, je vais la dessiner, je ne sais pas si vous allez bien voir en vert. Si je mets une sphère ici, oh, c'est du noir. Bon. De centre O. Chaque droite va couper la sphère en 2 points. Chaque droite passant par O. Bon. Alors, déjà que ça coupe en 2 points, c'est un problème. Mais disons que je peux, au lieu d'utiliser les droites, je pourrais utiliser ces 2 points. Autrement dit, je pourrais dire que le plan projectif, c'est l'ensemble des points de la sphère. Puisque une droite, sauf qu'il y a 2 points, mais je vais expliquer ce qu'on fait justement après. Donc je pourrais dire dans un premier temps, plutôt que d'utiliser les droites passant par O, je vais utiliser les intersections de ces droites avec une sphère, ce qui me redonne des points sur une sphère. Mais j'ai un problème, c'est qu'une droite, c'est-à-dire un point projectif, va correspondre à 2 points sur la sphère. Donc il n'y a pas bijection, on dirait, entre les deux. Et ça, c'est problématique, parce qu'on voudrait qu'il y ait unicité des points du plan projectif. Ben donc, qu'est-ce qu'on va dire théoriquement? On va recoller les points antipodaux de la sphère, l'un avec l'autre. On va dire que ce point-là et ce point-là, c'est le même point. C'est-à-dire, on va dire que un point du plan projectif, c'est ce point-là, mais avec A équivalent à B. A et B, c'est la même chose. Ouais. Comme je note en même temps que tu parles, je n'ai pas exactement suivi pourquoi, quand la droite coupe la demi-sphère ou la sphère, d'ailleurs, en 2 points, ça pose un problème. Mais ça pose un problème parce qu'une droite, c'est un point du plan projectif, donc on aimerait bien que ça soit un point sur la sphère. Hein, c'est-à-dire on aimerait bien qu'il y ait une bijection entre les 2 représentations. Hein, la représentation sphérique, oui. Alors, on y vient justement, c'est le point suivant. C'est très bien comme question, ça me permet d'introduire le point. Du coup, on va dire, on va prendre la demi-sphère. Parce que recoller, imaginez, vous avez une sphère, et vous voulez recoller chaque point, pas seulement un point, chaque point avec le point antipodal, vous n'y arrivez pas. Dans l'espace de dimension 3, on ne peut pas faire ça. On va arriver à en recoller quelques-uns, mais après, ça va se remêler, et puis voilà, quoi, ça ne marchera pas. Donc, on fait ce que tu dis, c'est-à-dire, on va dire, bah, finalement, c'est vrai, autant prendre une demi-sphère. Donc, je vais prendre la demi-sphère, on va dire, du dessus. Ça, c'est un choix, je pourrais prendre celle du dessous, ça n'a pas d'importance. Mais il y a encore un problème avec les points de l'équateur. Parce que les points de l'équateur, il y en a encore 2 à chaque fois. Donc, si je prends un point... Alors, pour les points qui ne sont pas sur l'équateur, ce que j'appelle l'équateur, c'est ça. Hein, c'est-à-dire l'intersection de la sphère avec le plan z égale 0. Alors, si je prends cette représentation, j'ai gagné un petit peu. C'est-à-dire que tous les points qui ne sont pas sur l'équateur sont en correspondance bijective avec les droites, c'est-à-dire les points projectifs, sauf les points de l'équateur. Et je vous avais montré une représentation, un petit film, où on montrait comment on recollait maintenant les... Parce qu'il faudrait faire ça, il faudrait recoller les points de l'équateur. Alors même là, on n'y arrive pas concrètement. On peut y arriver dans un espace de dimension 4, mais on ne peut pas le représenter concrètement. Dans un espace de dimension 3, si vous avez, admettons, vous avez une sphère en caoutchouc, une demi-sphère en caoutchouc, vous essayez de coller les points opposés,
à un moment donné, vous allez arriver à une possibilité, vous allez devoir traverser la surface pour pouvoir faire le recollement. Et si vous traversez, il n'y a plus bijection, puisqu'il y a deux points, au moment où vous traversez, il y a deux points qui se collent l'un à l'autre. Bon, donc c'est pas non plus... Mais topologiquement, c'est-à-dire si on admet de déformer la surface, hein, topologiquement, ça veut dire quand j'imagine que la surface est en caoutchouc. Donc la surface en caoutchouc, c'est la sphère, la demi-sphère. Bah, topologiquement, on peut dire que je vais recoller les points opposés, les points diamétralement opposés de l'équateur. Et là, j'ai une représentation bijective, si je me place dans un espace de dimension 4, du plan projectif. Mais enfin, ce n'est pas très visible, ce n'est pas très visuel, en tout cas, on ne peut pas le voir réellement. Mais du point de vue mathématique, alors, du point de vue mathématique, je ne vais pas... L'idée, c'est comment on peut rendre compte de ça du point de vue mathématique. C'est ce qu'on appelle un espace quotient. Pour ceux qui se souviennent un peu des cours à la fac, je prends l'ensemble des points de la demi-sphère. Donc ça, c'est les points de la demi-sphère. Et on dit qu'on divise par une relation qui est la relation d'identification des points opposés. Ça, c'est une relation d'équivalence. Même d'ailleurs, je peux faire ça avec la sphère, à vrai dire, parce que ça marche mathématiquement avec la sphère. Si je prends la sphère et que je dis que... Ben, je vais noter ceci comme ça, justement. Que sur cette sphère, deux points sont égaux, disons équivalents, s'ils sont diamétralement opposés, alors ce qu'on appelle l'espace quotient, c'est le plan projectif réel, le plan projectif, on va dire, pour simplifier. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il faudrait faire un cours sur les relations d'équivalence et les espaces quotients, et ce n'est pas le but. Oui ? Pourquoi on ne prend pas un quart de sphère? Pourquoi on ne prend pas un quart de sphère ? Parce que tu vas perdre des droites, là. On va perdre des droites, on n'a plus le problème de bijection. Non, mais tu vas perdre des droites, puisqu'il y a des droites qui ne vont pas couper ton quart de sphère. Les droites qui passent par où ? Parmi toutes les droites passant par où, puisque c'est ça qu'on essaie de représenter, c'est toutes les droites passant par où. Si tu prends un quart de sphère, alors je ne sais pas trop comment dessiner ça, je vais simplement enlever ça ici, bah, tes droites qui sont là, elles ne coupent plus. Et de l'autre côté, il n'y en a pas non plus. Donc tu perds la moitié des droites. Donc c'est pas non plus, c'est pas une bijection. Là, ça ne marche pas même du tout. Alors, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, déjà, hein, de se représenter. Alors, on va voir que ce qui va résoudre ça, c'est la troisième partie. C'est-à-dire que finalement, au XIXe siècle, autant au XVIIe siècle, il y a eu une opposition, on va dire, théorique entre les gens comme Descartes, qui voyaient la géométrie comme étant une application du calcul, et puis il y a eu une opposition même avec Desargues, qui lui voulait faire de la géométrie à la grecque, sans calcul, enfin sans calcul en coordonnées, je veux dire. Autant au 19e, bon, on a vu à quel point la géométrie de Desargues était efficace, marchait bien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dans ce contexte-là réintroduire les coordonnées. On va utiliser des coordonnées dans l'espace projectif. Alors ça, c'est le début, donc là, c'est plutôt ce que j'ai fait là, c'est un résumé de ce que j'ai fait les semaines précédentes. Donc là, maintenant, alors, il va y avoir une petite partie un peu technique. Donc, on va considérer, étant donné le succès de la géométrie de Descartes, la géométrie analytique, c'est-à-dire la géométrie avec des coordonnées, on va ça va amener les mathématiciens à considérer la géométrie projective du point de vue des coordonnées. Alors, comment faire ça, du point de vue des coordonnées ? Si vous avez... Alors, revenons, on ne va pas prendre les représentations avec la sphère, on va prendre la représentation avec les droites. Donc, un point projectif, c'est une droite. Comment rendre compte de ça ? Une droite en dimension 3. Bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que sur une droite, c'est des droites qui passent par l'origine, sur une droite qui passe par l'origine, si je prends 2 points, donc en fait ces 2 points correspondent à la même droite.
Ces deux points font partie de la même droite, autrement dit. Si je prends ce point M là et ce point N, eh bien les coordonnées de ces points sont proportionnelles. Ça, c'est parce que la droite passe par l'origine. Ça veut dire que si ici, alors, admettons que le point M, comment faire ça? Non, je vais mettre le point N ici. Ça n'a pas d'importance, hein, par rapport, je peux le mettre où je veux, au-dessus ou en dessous du plan affine. Donc, si je prends un point M dans le plan affine, ses coordonnées, c'est quelque chose comme x, y, 1, puisqu'il est dans le plan z égale 1. Celui-ci, alors ça sera obligatoirement quelque chose comme kx, ky, k. C'est-à-dire que ça sera proportionnel. Pourquoi? Alors, il faudrait faire une démonstration vectorielle. Le vecteur, pour ceux qui se souviennent de ça, le vecteur OM et le vecteur ON sont colinéaires, donc les coordonnées sont proportionnelles. Les coordonnées vecteurs sont proportionnelles. Donc ça veut dire que sur un point projectif, disons les choses comme ça, qui est en fait une droite, sur un point projectif, toutes les coordonnées sont proportionnelles. Les coordonnées des points de la droite les coordonnées du point de la droite qui représentent le point projectif. Alors on va appeler ça des coordonnées homogènes, je vais y revenir après. Le seul point particulier, c'est ici et ici, mais ici je vais y revenir après, parce qu'ici, quelles vont être les coordonnées par exemple de ce point-là? Ben, ça va être, alors je ne vais pas les appeler x, y, parce que je vais les appeler, non, je vais l'appeler m' du coup, x', y' et 0. Donc les points à l'infini, c'est ceux dont la troisième coordonnée est 0. Et après, si vous prenez un autre point m seconde, ben ici ça va être k'x', k'y' et toujours 0. Donc ça veut dire que les points de ce point projectif à l'infini sont caractérisés par le fait que z égale 0 pour eux. Autrement dit, le plan projectif, ça va être constitué par des triplés de coordonnées ABC, où lorsque C est égal à 0, c'est que le point est à l'infini. Ouais. Puisqu'on parlait de bijection, mais là on se rend compte qu'il y a deux points M et M' qui se projettent sur A. Ouais. Et donc c'est gênant, c'est pas gênant. Ouais, alors justement, ça c'est... Enfin, il faudrait que peut-être je vais vous montrer sur le... Mais je termine quand même comme ça, j'essaie de répondre à ta question. Ce qu'on va dire, c'est que ce point M, enfin n'importe quel point, on va dire, de cette droite, je vais l'appeler P, mais ces coordonnées, on va les noter pas comme ça. On va les noter U, V, W. Et on va dire que ce point-là, c'est la même chose que n'importe quel autre point de la droite, qui aurait comme coordonnées U', coordonnées qu'on appelle homogènes V' et W', à condition que U sur U' égale V sur V' égale W sur W'. C'est-à-dire que les coordonnées soient proportionnelles. Donc, on retrouve ta question sur la bijection, je ne suis pas sûr d'y répondre correctement là pour le moment, ça va peut-être se préciser après, c'est que finalement, il n'y a qu'un seul point P comme ça, puisque tous les points P qui ont des coordonnées proportionnelles sont considérés comme identiques. Donc la droite elle-même, je vois que tu es sceptique. Sont considérés. Oui, ils sont considérés. Mais ce qui nous intéresse, il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse, c'est pas... À chaque fois, je perds un capuchon de stylo. Merci, ouais. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ces points-là. Ce qui nous intéresse, c'est la droite. Puisqu'en fait, pour nous, le point, c'est ça. Donc, cette droite-là, je peux dire que ces coordonnées, c'est, par exemple, x, y, 1, ou bien kx, ky, k,
ou bien UV, non, il faut que je mette, on met ça pour indiquer que c'est proportionnel, en fait. On met 2 points. Ou bien ça, à condition que ça soit proportionnel. Donc finalement, c'est là que je retrouve cette relation d'équivalence. Je dis que 2 triplés qui représentent donc, chaque triplet va représenter la même droite, à condition que ce triplet, enfin 2 triplés représentent la même droite, à condition qu'ils soient proportionnels. Bon, je vais vous le donner d'un point de vue, je ne sais pas si ça va beaucoup avancer par rapport à ce que je dis, mais enfin quand même. Donc voilà. Alors voilà, par exemple, si j'ai un point M du plan affine, ces coordonnées là, alors c'est 0,96, 0,68 et 1, mais ça c'est le logiciel, ça dépend de la position du point M, bien sûr. Et vous voyez qu'ici, alors la troisième coordonnée c'est 1 parce que ce plan M, il est dans le plan affine. Vous voyez que l'autre point P, ses coordonnées changent. Mais ce que j'ai toujours, même si je change ici le point P sur la même droite, ce que j'ai toujours, c'est ces rapports-là qui sont égaux. Alors il y a un cas particulier, je ne peux pas prendre le point M au point O, parce que sinon j'y diviserai par 0 là-bas. Donc on va exclure le point O, mais ça je vais y revenir après. Pour le moment, je vous montre sur cet exemple que effectivement les points qui sont sur la même droite, c'est-à-dire qui correspondent au même point projectif, c'est là ce qui fait un peu problème, c'est de représenter que ces 2 points, c'est le même point projectif, puisque le point projectif, c'est la droite. Bon, alors, donc on va appeler point du plan projectif toute droite passant par O, et on appellera coordonnée homogène n'importe laquelle des triplés x, y, z proportionnels. Ce qu'on va noter, là je ne l'ai pas noté comme ça, mais ce qu'on va noter ici, donc x, y, z. Et donc si on prend un exemple, le point de coordonnée 2, 8, moins 3, et je me suis trompé, c'est pas ça qu'il faut mettre ici, c'est 2K, 8K et moins 3K. Excusez-moi, là il y a une erreur. Si je prends le point de coordonnées 2K, 8K, je corrigerai après, et moins 3K, c'est-à-dire ce qui est proportionnel à ça, ben c'est le même point du point de vue projectif. C'est-à-dire qu'il est sur la même droite projective. Et donc on dira que x, y, z, qui serait ici 2, 8, moins 3, avec des points doubles entre deux, ce sont les coordonnées homogènes du point projectif, c'est-à-dire de la droite, si on se ramène à une droite. Bon. Alors, si j'ai une droite, là je reprends un peu tout ça, hein. Si j'ai une droite passant par O, j'ai 2 cas possibles. Soit elle coupe le plan affine, comme c'est le cas de la droite en noir qui va vers le haut là-bas. Donc, en un point dont les coordonnées seront x, y, 1, mais aussi n'importe quoi qui serait proportionnel à x, y, 1. Alors, on exclut le point O, donc U et V sont pas tous nuls. Si vous prenez le point O et que vous avez U, V, W tous nuls, quand vous allez multiplier par K, vous avez toujours le point O. Donc ça ne représente pas une droite. C'est pour ça qu'on ne prend pas le point O. On considère que c'est les droites moins le point O. Soit elle est contenue dans le plan en rouge, cette droite, et dans ce cas, elle a pour coordonnée cartésienne x, y, 0, c'est-à-dire comme coordonnée homogène, en tant que point du plan projectif, x, y, 0. Et là, ça va toujours rester 0. Il faut que x, y soit différent de 0, mais ça va toujours rester 0 parce que vous allez pouvoir toujours multiplier 0 par un nombre k, ça donnera toujours 0. Et ça, c'est un point à l'infini. Donc, les points à l'infini sont de la forme x, y, 0 en coordonnées homogènes. C'est d'une certaine façon, ce qui va se passer dans les mathématiques à cette époque-là, c'est qu'on va oublier. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait à la fac, quand on m'a enseigné la géométrie projective. On l'enseignait à partir de là. On ne parlait pas de perspective et tout ça. À partir de ce moment-là,
vous allez oublier tout le contexte et vous allez dire, je travaille dans un ensemble, qu'on va appeler le plan projectif, dans lequel un point est représenté par 3 coordonnées, U, V, W. Si ces coordonnées sont proportionnelles, c'est le même point. Et si W est nul, c'est un point à l'infini. Et on va oublier tout le reste. Et donc on se retrouve dans la géométrie cartésienne, un peu bizarre parce qu'il y a ces points qui ont les mêmes coordonnées, enfin qui ont des coordonnées proportionnelles, mais qui représentent le même point. C'est pour ça qu'on a cette relation d'équivalence, là-bas, cet espace quotient. Donc on va se retrouver dans une situation où on va pouvoir faire des calculs, d'une certaine façon, avec des équations de droite, puisque c'est ça aussi notre objectif, et des équations de cercle, etc. après. Et tout ça en ayant oublié ce que ça voulait dire les points à l'infini, en fait. Les points à l'infini, c'est les points dont la troisième coordonnée est nulle. C'est tout. Alors là, il y a, d'une certaine façon, on pourrait dire du point de vue de la philosophie des sciences ou de l'histoire des sciences, je ne sais pas comment il faut dire, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'une démarche extrêmement intéressante en mathématiques. C'est-à-dire qu'en mathématiques, le fait d'avoir réussi à représenter une situation dans un contexte là, numérique, ça va permettre de ne plus se poser le problème de la nature des objets. Qu'est-ce que c'est ces points à l'infini, où ils sont, ces ailes droites, etc. Ça va être simplement des triplets de nombres. Et ça rend les choses très efficaces en mathématiques. Et c'est, d'une certaine façon, dans l'histoire des mathématiques, tout le processus de construction des mathématiques. Alors, ce n'est pas toujours des nombres qui vont être mis à la place des objets, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut calculer. Ça pourrait être des formules algébriques. D'ailleurs, on va le voir avec les... C'est des nombres quand même, d'une certaine façon, mais bon. En tout cas, l'idée, c'est comment faire en sorte que, en géométrie projective, on puisse calculer sans se préoccuper de comment sont les objets. S'ils sont à l'infini, c'est que le troisième coordonnée, c'est 0, c'est tout. On peut même oublier que ça veut dire point à l'infini. Ça n'a pas d'importance. Et donc ici, pour terminer, peut-être je vais monter là, ouais. Donc conclusion, un point à l'infini du plan affine a des coordonnées homogènes, je répète un peu la même chose, et un point normal a des coordonnées de la forme. Donc un point normal, on va dire, du plan affine, il a des coordonnées qui seraient xy dans le plan affine, mais ça va donner xy1 avec des crochets en coordonnées homogènes, et de manière générale, kx, ky, k, parce que je peux avec k, pour tout k, j'ai oublié de dire différents zéros. Ça veut dire que je peux multiplier par un nombre k. Si la troisième coordonnée peut être ramenée à 1 en divisant toutes les coordonnées par un même nombre, eh bien c'est que c'est un point du plan affine. Si la troisième coordonnée c'est 0, c'est que c'est un point qui est à l'infini, en fait. Oui ? Pardon ? Oui, alors, tu as raison dans la mesure où... alors, le modulo, ça serait cette relation d'équivalence là-bas. Hein ? Voilà, c'est ça. Bon, ça m'embête un peu de rentrer dans les idées de relation d'équivalence, parce que tout le monde ici n'a pas fait des mathématiques et n'a pas vu ça. Ceux qui ont fait des mathématiques et qui se souviennent, moi je dirais que la relation d'équivalence, c'est une relation qui est dans la vie courante qu'on emploie tout le temps. Si vous avez une armoire à tiroir, et que vous êtes un peu maniaque, vous avez des chaussettes rouges, vertes ou bleues, on va dire. Bon, chacun ses goûts, mais vous avez 3 tiroirs dans votre armoire. Vous mettez les chaussettes rouges dans le tiroir du haut, les chaussettes vertes dans le tiroir du milieu, les chaussettes bleues dans le tiroir du bas, vous avez une relation d'équivalence. C'est-à-dire que vous dites deux paires de chaussettes sont équivalentes si elles sont dans le même tiroir, c'est-à-dire si elles ont la même couleur. Donc vous créez une relation entre les chaussettes. On dit que c'est une relation d'équivalence parce qu'elle est réflexive, c'est-à-dire qu'une chaussette de couleur rouge est équivalente à une chaussette de couleur rouge, à la même chaussette de couleur rouge. Donc X est équivalent à X, si X est une chaussette ou une paire de chaussettes. Ensuite, c'est symétrique, c'est-à-dire que si une paire de chaussettes a la même couleur qu'une autre paire de chaussettes, l'autre paire de chaussettes a la même couleur que la première.
Elle est transitive, c'est-à-dire que si une paire de chaussettes a la même couleur qu'une deuxième paire de chaussettes, et la deuxième paire de chaussettes a la même couleur qu'une troisième paire de chaussettes, la première... Alors, ce type de relation, qui est vrai pour l'égalité, l'égalité est une relation d'équivalence. Donc la relation d'équivalence, c'est une généralisation de la notion d'égalité. Et là, on a des relations d'équivalence. Alors, ce que tu disais sur la modulo, alors modulo, je vais en dire un mot, 2 minutes, c'est ce qu'on appelle l'arithmétique des horloges. C'est-à-dire, vous prenez une horloge classique, hein, chez vous, normalement, là aussi, si vous n'avez pas des goûts trop particuliers, l'horloge, elle est graduée de 0 à 12, enfin, de 0 à 11, et après vous mettez 12 ou vous mettez 0. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites, s'il est 9 h du matin, vous partez de chez vous, et vous dites que vous allez rentrer 4 heures plus tard, vous calculez à quelle heure vous allez rentrer, vous faites 9 plus 4, et ça fait 1. Puisque ça fait 1 heure de l'après-midi. Donc le 1 et le 13 sont équivalents. On a une relation d'équivalence entre les nombres. Alors ça, j'aurai l'occasion d'en parler, j'espère, dans les années qui suivent. Ça n'intervient pas trop dans la partie que je suis en train de traiter, mais ce qu'on appelle l'arithmétique des horloges, c'est ça. Alors on dit ça, l'arithmétique modulaire. Le terme mathématique, c'est l'arithmétique, c'est pour ça qu'on dit modulo, hein, pour les... L'arithmétique modulaire, c'est une partie donc des mathématiques dans laquelle, effectivement, je reviens à ce que je disais au départ, on a en mathématiques la capacité d'abstraction qui consiste à considérer que des objets sont équivalents et d'en faire un seul objet. Et c'est ce qu'on appelle les ensembles quotients. L'ensemble quotient, c'est, par exemple, si vous avez vos chaussettes, ça forme un ensemble. Vous divisez par la relation d'équivalence, vous obtenez comme ensemble quotient 3 tiroirs. C'est tout. Donc l'ensemble quotient, ça va être effectivement les 3 tiroirs. Ou les 3 couleurs, ça revient au même. Voilà, j'ai pris les tiroirs pour illustrer un peu concrètement. Voilà. Donc, ici, c'est effectivement ce qui est en jeu, c'est le fait de considérer que des points sont équivalents s'ils ont des coordonnées proportionnelles. Donc ça sera le même point quand ils ont des coordonnées proportionnelles. D'autres questions? Alors, qu'en est-il des droites? Là, alors, des droites, au sens... pour le moment, même si j'ai parlé de droite, ces droites-là sont des points, hein, projectifs. Donc, qu'est-ce que ça va être une droite projective, maintenant? Alors, prenons une droite affine, maintenant. J'ai 2 points... Parce que les droites affines, enfin, les points affines sont contenus dans les points projectifs, puisque c'est une extension du plan projectif. Donc les droites affines doivent être aussi des droites projectives. Donc prenons le cas d'une droite affine, c'est-à-dire que, ou euclidienne, hein, c'est-à-dire qu'elle est définie par 2 points du plan z égale 1, 2 points A et B. Donc je l'appelle petit d. Alors, prenons un point M sur la droite AB. Une droite, c'est un ensemble de points en géométrie. Donc, le point M, c'est un point, le point M, pardon, il définit une droite OM, que j'ai appelée M bar, qui est en fait M bar, c'est un point du plan projectif. Donc, quand je vais prendre l'ensemble des points de la droite affine. Ah, excusez-moi, non, il faut que je fasse ici, parce que sinon ça bouge mon... Qu'est-ce qui se passe? L'ensemble des points de la droite affine, ça va me donner un plan. Et ce plan, eh bien, ça va être la droite projective. Donc la droite projective AB, c'est l'ensemble des droites affines qui passent par un point de la droite affine, pardon, c'est l'ensemble des droites passant par O et qui passent par un point de la droite AB. Donc, une droite projective, c'est un plan. Alors, on va voir justement que ça va se traduire en termes de coordonnées, ça. Alors, je pense que je peux effacer avec ça, voilà, ouais. Le bouton, là, il sert à effacer le plan ou pas. Alors maintenant, donc, l'ensemble des points M de la droite affine,
de la droite D, pardon, va donc déterminer un plan contenant O et D. Donc le plan, il contient le point O et il contient la droite D. Du point de vue géométrique, c'est correct. Hein, un point extérieur à une droite détermine un plan avec cette droite. Bon. Et donc, ce plan, je vais l'appeler D bar, c'est une droite projective. Alors, maintenant, revenons aux équations, puisque notre objectif, c'est maintenant d'utiliser des équations. Une droite D, alors ça vous vous souvenez sans doute, enfin, une droite dans un plan, une droite classique, ça a toujours une équation de cette forme-là. Alors on peut faire plus simple, on pourrait dire y égale à x plus b, mais si on fait ça, on exclut les droites parallèles à l'axe des y. Donc la forme générale d'une droite, c'est ax plus by plus c égale 0. Eh bien, l'équation du plan D, ça va être ax plus by plus cz égale 0. Pourquoi? Parce que si je prends z égale 1 là-dedans, je me retrouve dans le plan affine, et donc je retrouve cette équation-là. Donc, un plan, ça j'ai oublié de le dire au préalable, en géométrie classique, une droite a une équation comme ça, et un plan, une équation comme ça, s'il passe par l'origine. C'est le cas ici. Les plans passent par l'origine. Donc, la droite D qui est là-bas, a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Le plan que j'ai représenté là-bas, le plan D bar, il a une équation de la forme ax plus by plus cz égale 0. Vous remarquerez que je pourrais multiplier tout ça, a, b, c, par n'importe quel nombre, les trois par le même nombre, ça ne changerait pas l'équation. Donc c'est bien homogène, au sens où on le dit, c'est-à-dire homogène, ça veut dire que quand on multiplie par une constante, ça ne change rien. Et ça correspond à ce qu'on a dit. On a dit qu'il ne faut pas qu'en multipliant par des constantes, ça change quelque chose. Donc, ce plan, D, cette équation, c'est l'équation homogène de la droite projective. Donc, l'équation homogène de la droite projective, c'est ax plus by plus cz égale 0. Et si je prends z égale 1, je retrouve l'équation affine. Alors, il reste un cas à étudier. Alors ici, je peux afficher la droite projective. Ah, ça ne marche pas. Il y a une erreur dans mon... Enfin, ça correspond à mettre la trace égale vraie, je pense, ici. Et en faisant ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas que je me lance là-dedans. Il y a un truc qui ne marche pas. Bon. Alors, il reste un point à examiner, c'est quand la droite AB n'est pas dans le plan affine, quand il s'agit d'un point à l'infini. Donc, je pense que je l'ai fait après. Maintenant, ce plan que j'avais dessiné tout à l'heure, alors attendez, je réessaye quand même ici de le faire. Voilà. Vous voyez que ce plan, il va couper le plan z égale 0 ici. Il va couper quand là-bas, je vais aller à l'infini, en fait. Et donc, la droite qui est en bas, que j'ai appelée d infini bar, c'est le point à l'infini de la droite qui est en haut. Puisque c'est la partie du plan qui représente la droite projective qui est dans le plan z égale 0. Donc, voilà ce que c'est que le point à l'infini de cette droite là-bas. Et là, on retrouve ça par construction géométrique, avec un plan, en utilisant un plan comme étant la représentation d'une droite projective. Bon, je ne vais pas y passer trop de temps parce que, d'une certaine façon, je n'aurai pas besoin de ça dans la suite, en tout cas pas tout de suite.
Donc je ne veux pas que ça devienne trop technique. Donc ce qu'on va appeler homogénéiser une équation, c'est-à-dire je prends l'équation affine ax plus by plus c égale 0, c'est une droite. L'homogénéiser, c'est faire en sorte, alors ça s'appelle des monomes, ça c'est un polynôme à 2 variables, ça s'appelle des monomes. Alors x et y sont des variables, a, b, c sont des constantes, et on dit que ça c'est de degré 1, puisqu'il y a x, ça c'est de degré 1 et ça c'est de degré 0, parce qu'il n'y a pas de variable. Homogénéiser, c'est faire en sorte que tous les monomes aient le même degré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par z, et ça va me donner ça. Donc on obtient ce qu'on appelle l'équation homogène en remplaçant, en multipliant la constante par z. Et ça équivaut à remplacer x par x sur z. Si je remplace x par x sur z et y par y sur z, en mettant au même dénominateur, j'obtiens cette équation-là. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, je vais y revenir un tout petit peu après. Mais disons que en géométrie projective, les coordonnées des points sont homogènes, c'est-à-dire que je peux les multiplier par une constante sans changer de point, et les équations de droite sont homogènes. C'est-à-dire que les 3 monomes sont de même degré. Ici de degré 1, puisque c'est une droite. Mais on va voir que c'est vrai pour des courbes aussi autres que des droites. Bon, je voudrais avancer un peu. Encore une fois, cette partie, je me suis engagé un petit peu en géométrie projective plus que je ne le voulais. Alors, j'ai pris un exemple là. Si je prends la droite y égale 2x plus 3, ça c'est une droite dans le plan affine. Y égale à x plus b. Je vais l'homogénéiser. Donc j'écris y égale 2x plus 3z. Alors y égale 2x plus 3. J'ai besoin d'un petit dessin. Je vais me placer dans le plan affine. Ça rassure toujours de se placer dans le plan affine. Donc, y égale 2x plus 3, c'est pas trop difficile à construire dans un repère. J'ai mon repère. Et puis y égale 2x plus 3, pour x égale 0, ça fait 3. Pour x égale 0, ça fait 3. Donc elle va passer par là. Et pour x égale 1, ça fait 5. Donc elle va passer par là. Donc c'est cette droite-là. Bon. J'écris son équation homogène. Donc son équation homogène, c'est y égale 2x plus 3z. Quand j'écris ça, j'ai bien 3 monomes de degré 1. Y est de degré 1, ça c'est de degré 1, ça c'est de degré 1. Donc ça c'est un point du plan projectif, d'une certaine façon. Enfin c'est une droite du plan projectif, pardon. Alors, prenons z égale 0 là-dedans. Si je prends z égale 0, ça veut dire que je cherche les points à l'infini. Puisque les points à l'infini sont définis par z égale 0. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne y égale 2x. Et donc, y égale 2x, ça veut dire que les points projectifs sur cette droite ont pour coordonnées x, 2x et 0. C'est y égale 2x et la troisième coordonnée, c'est 0. Alors ça, je peux l'écrire 1, 2, 0. C'est la même chose. Enfin, je vais utiliser la notation qui est là-bas. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est 1, 2, 0 1, 2, 0. Enfin, 1, 2, on va dire, parce que 0, là, je ne peux pas le représenter parce que je me suis mis dans le plan. C'est la direction dans laquelle je vais trouver le point à l'infini. En fait. C'est-à-dire c'est la droite projective
qui me donne le point à l'infini de cette droite-là. C'est la direction, l'intersection de la droite, le point 1, 2, 0, c'est l'intersection de cette droite avec la droite à l'infini dans le plan affine. Donc c'est le point à l'infini sur la droite. De la même façon que si j'étais dans un... Si je représentais ça en perspective, eh bien, ici, alors si cette droite-là, c'était celle-ci, on va dire, je vais l'appeler D, eh bien là-bas, ça se rencontrerait, si j'étais dans une coordonnée, on a un point 1, 2, 0 sur l'horizon. Et celle-ci aussi, parce qu'elle est parallèle. Celle-ci, elle aurait une équation de la forme y égale 2x plus k, pour être parallèle. Si je prends y égale 2x plus 3, j'obtiens celle-là. Si je prends 2x plus k, elle va être ici. Et donc, ces deux droites sont parallèles. Et si je prends plus kz et que je fais z égale 0, ben, j'obtiens la même chose qu'ici. Donc, j'obtiens le même point à l'infini. Donc, les droites parallèles ont toutes, les droites parallèles à cette droite-là, ont toutes le même point à l'infini, qui est 1, 2, 0, qui représente aussi ce qu'on appelle la direction de la droite. Bon, c'est simplement pour vous indiquer, et la suite, je ne vais pas le faire ici, je vais vous la donner en exercice. Enfin, je vais en traiter un exemple quand même. Oui, alors, l'idée principale, c'est donc, si j'ai une équation de droite affine, pour avoir l'équation projective, j'homogénéise cette équation. C'est-à-dire que les parties de l'équation qui ne sont pas de degré 1, je les multiplie par z. En gros, je multiplie la constante par z. Je vais donner un dernier exemple, puis après je vais arrêter là-dessus. C'est si je prends une courbe au lieu d'une droite. Je vais faire avec la parabole. Prenons cette parabole qui est dans le plan affine, c'est-à-dire ici. Ce qui est à droite, là en bas, c'est la représentation sans perspective de ça. Alors cette parabole, elle a comme équation y égale x2. Je vais homogénéiser y égale x2. Bien, homogénéiser y égale x2, c'est dire, d'un côté j'ai y qui est de degré 1, de l'autre côté j'ai x2 qui est de degré 2. Donc si j'ai y égale x2, l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation dans le plan projectif, ça va être yz égale x2. Bon, yz égale x2, je veux avoir les points à l'infini. Qu'est-ce que je fais? Je fais z égale 0. Z égale 0. Bon, z égale 0, ça me donne x2 égale 0. Si je remplace là-dedans. x2 égale 0, ça me donne x égale 0. Donc, les points à l'infini sont définis par ça, ça, et n'importe quoi pour y. Parce que y, là, n'intervient pas dans la résolution. Donc, les points à l'infini, c'est x égale 0, y, c'est n'importe quoi, et 0. Donc, je vais prendre y égale 1, puisque c'est la même chose. Et ça me donne quoi? Ben, ça me donne ceci. Ma parabole, elle est comme ça. Ça indique les directions asymptotiques. C'est-à-dire vers où les branches ici s'en vont. En fait, elles deviennent parallèles. Et le point à l'infini, où elles se rencontrent, on avait vu que ça se rencontrait en perspective, ben c'est le point de coordonnées 0, 1, 0, c'est-à-dire en fait cette direction-là. Ça, c'est le point projectif, puisque c'est une droite passant par l'origine, qui est à l'infini. Donc vous voyez que ce que j'ai fait, l'homogénéisation pour les droites, ça marche aussi pour n'importe quelle courbe. Et c'est là qu'on retombe sur ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'actuellement, quand on fait de la géométrie algébrique, qui est au cœur des mathématiques actuelles, la géométrie algébrique, c'est l'étude des équations à plusieurs inconnus algébriques.
des polynômes à plusieurs inconnus, comme ici. Hein. Y égale x2, c'est ce qu'on appelle une variété algébrique. Alors, une variété algébrique, c'est simplement un ensemble d'équations définies par des polynômes à une ou plusieurs variables. Bon. Eh bien, tout s'écrit en géométrie projective, maintenant, dans les mathématiques. C'est-à-dire que l'équation, on n'écrira pas y égale x2, on écrira yz égale x2, et ça permettra d'avoir les points à l'infini. Ce qui est très utile dans les problèmes d'intersection. Ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand on va faire la géométrie, les géométries non euclidiennes. Bon, donc là, je ne vais pas plus loin. Alors, j'avais rédigé, enfin, rédigé, c'est beaucoup dire. J'avais mis des exemples ici. Alors, moi, ce que je vous propose, là, et puis dans la page suivante, je crois, oui. J'ai mis plein d'exemples. Alors, ceux qui sont intéressés, les exemples, ça consistait à traiter ce que je viens de faire là, pour toutes ces courbes-là. Y égale 1 sur x, par exemple. Comment je vais l'homogénéiser? Ici, ici, on va pas laisser, faudrait la mettre sous forme d'un polynôme. Ça fait xy égale 1. Et donc, ça va donner xy égale z au carré. Puisque le 1, on va le mettre au carré pour avoir un degré 2. Donc, si vous êtes intéressé par ça, regardez cette page et envoyez-moi des mails éventuellement si vous avez des questions, si vous voulez essayer de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire trouver les points à l'infini en passant par les coordonnées homogènes. Et là, il y a d'autres exemples. Donc, ces deux pages-là, je ne les fais pas. J'ai mis exercice avec un point d'interrogation. Donc, ces deux pages-là, là, il y a beaucoup d'exemples. Vous avez. Alors, c'est plus ou moins rédigé. Bon, là, il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je regarderai. Alors, c'est plus ou moins rédigé, les calculs sont plus ou moins rédigés, mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour vous entraîner à la technique des coordonnées homogènes, eh bien, vous pouvez en faire quelques-uns éventuellement, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail là-dessus. Bon. Alors, il reste un dernier point. Là, je vais abandonner les coordonnées homogènes. Un dernier point, c'est le birapport. En ce qui concerne, ça va être moins technique, je vous le dis tout de suite. Pour rassurer ceux qui ont été là un peu. C'est vrai que là, c'est un peu technique ce que j'ai fait. Bon, alors le birapport, c'est quoi? Alors, la géométrie, cette nouvelle géométrie, c'est la géométrie projective, elle va renverser un peu la façon dont on voit les mathématiques. Et ça va être développé après par Félix Klein, qui va justement définir ce que c'est que la géométrie du point de vue de ce qu'on appelle les symétries ou les invariants. Alors ici, je me cantonne à la géométrie projective. Chez Euclide, à partir des axiomes, bon, on va reprendre ça la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, on démontre qu'il existe des invariants. Par exemple, les distances sont invariantes par les isométries. Si vous faites une rotation, qui est un objet, une rotation, c'est une transformation géométrique euclidienne, vous conservez les distances. Quand on tourne quelque chose, il change pas les distances entre les points de ce qu'on tourne ne changent pas, heureusement, parce que le monde serait difficile à vivre si ça se passait comme ça. Ça conserve aussi les rapports de distance. Quand vous faites une projection, ça c'est le théorème de Thalès, alors une projection, alors bien sûr si ça conserve les distances, ça conserve les rapports de distance, mais là on ne parle pas tout à fait de la même chose. Quand je dis que ça conserve les distances, c'est relatif aux rotations, aux symétries ou aux translations, ce qu'on appelle les isométries. Donc, vous avez deux types d'invariants, on va dire. Les translations, les symétries, alors symétrie par rapport à une droite ou par rapport à un point, ou les rotations, ça ce sont des transformations, et ça conserve les distances. Dans Euclide, on a sans arrêt ce type d'utilisation. On fait des rotations, par exemple, pour démontrer le théorème de Pythagore, et on en déduit la conservation des distances. Maintenant, si vous faites une projection parallèle, c'est-à-dire vous prenez A, B, C,
et vous projetez. Alors, ce n'est pas une projection de la perspective, hein, c'est une projection parallèlement à ça. Donc, je projette parallèlement A', B', C'. Bien, vous voyez que ça ne conserve pas les distances. AB n'est pas égal à A', B'. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que AB sur A', B' va être égal à BC sur B', C', et aussi à AC sur A', C'. Ça, c'est le théorème de Thalès. Enfin, en tout cas, en France, on appelle ça le théorème de Thalès. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais une projection parallèle, on va l'appeler ça comme ça, où il y a un autre cas que je ne vais pas détailler là, ce qu'on appelle une homothétie, c'est-à-dire je vais mettre un agrandissement, une homothétie ou une similitude en fait, un agrandissement, eh bien, ça conserve les rapports de distance. Un agrandissement, par exemple, ça conserve, enfin, sauf si c'est un agrandissement de facteur 1, mais un agrandissement, ça ne conserve pas les distances, mais ça conserve les rapports de distance. C'est-à-dire que quand vous faites un agrandissement, même en photographie, la photographie n'est pas déformée parce que les rapports de distance sont conservés. Ça, c'est la base de la géométrie euclidienne. On va voir qu'en géométrie non euclidienne, c'est plus vrai, ça. Mais en géométrie projective, on a un problème parce qu'il n'y a plus de rotation, de translation parce qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a plus d'agrandissement parce qu'il n'y a pas non plus de distance, quoi, en fait. Il n'y a pas de théorème de Thalès. Alors, en géométrie projective, on n'a pas ces transformations-là. On n'a que la perspective. C'est la projection centrale comme transformation. Alors, qu'est-ce que ça conserve, la perspective? Si vous regardez un objet en perspective, vous voyez tout de suite que ça ne conserve pas les distances. C'est-à-dire le dessin, même à l'échelle, n'a pas les mêmes distances que le... C'est-à-dire que deux segments qui sont égaux dans la réalité ne seront pas égaux sur le dessin. Et même les rapports de distance ne sont pas conservés. C'est-à-dire que si vous avez le milieu d'un segment dans la réalité, ça ne va pas être dessiné avec le milieu du segment dans le dessin. Donc la projection qu'il y a en perspective, la projection perspective, projection centrale on dit aussi, ne conserve pas les distances. Est-ce que ça conserve quelque chose? Alors, c'est là qu'intervient le birapport. Je prends 2 points sur une droite. Et je prends un point M. Et là, j'ai calculé le rapport MA sur MB. Alors, j'ai mis des traits dessus pour indiquer que ce que je mesure, c'est... Je mets un signe, en fait. Si j'enlève les traits sur MA sur MB, ça serait 1,76. C'est-à-dire... Alors, je vais essayer de mettre un point où c'est un peu plus... je ne sais pas où je peux le mettre ici. Ouais, mais il ne veut pas vraiment 2,6. Est-ce que je peux le mettre quelque part où ça tombe un peu juste, en fait? Ouais, enfin bon, pas tout à fait, mais bon. Disons que MA sur MB égale moins 3, ça veut dire que MA est 3 fois MB. Mais on met un signe moins pour dire que M est entre A et B, que c'est des segments de sens opposé, tout simplement. Donc ça, en fait, le rapport MA sur MB, il indique la position de M par rapport à A et B. Si je mets le point M ici, vous voyez que le rapport va devenir positif, puisque MA... Alors, est-ce que j'arriverai à avoir 3 à peu près? Bon, il y a des arrondis, ce qui fait que... Là, j'ai MA qui est égal à 3 fois MB. Donc MA sur MB égale 3. Bon, en tout cas, ce point M, sa position sur la droite D par rapport à A et B est indiquée par le rapport MA sur MB. Voilà, je suis tombé sur moins 3. Bon. Alors, faisons... Alors là, j'ai mis si M est égal à B, je ne peux pas le faire, ça. Ça tend vers l'infini, puisque j'ai MB qui fait 0. Donc il faut que je suppose que M n'est pas en B. Bon. Je ne vais pas insister là-dessus, ça n'a pas d'importance pour ce que je vais faire après. Faisons maintenant une projection centrale, c'est-à-dire une perspective. Donc, j'ai un point haut qui est l'œil du dessinateur,
Et puis j'ai les 3 points AMB, et je les projette sur un tableau, qui est la droite D1. Je fais en coupe. Je projette sur un tableau, qui est la droite D1, pour obtenir un dessin en perspective des 3 points AMB. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le rapport MA sur MB? Eh bien, alors ici j'ai mis M', mais c'est M1 normalement. M'A sur M'B, ça ne donne pas la même chose. Non, c'est ici qu'il faut le prendre, hein, pardon. C'est ici. M'1A, alors, je vais le remonter un peu. M'1A, M'1A divisé par M'1 B1, là ça donne 2,8, et là-bas, MA sur MB, ça donne moins 3. Enfin, il faudrait le faire avec MA, excusez-moi, il y a un truc qui ne va pas. Mais il faudrait prendre ce point M' ici. M'A sur M'B, ça donne 3,6, mais M'1 A1 sur M'1 B1, ça ne donne pas 3,6. Donc, la projection ne conserve même pas les rapports. Elle ne conserve pas les distances, on le voit tout de suite, hein. Les segments AM et A1 ne sont pas égaux. Donc la projection centrale ne conserve pas les distances, mais ne conserve pas non plus les rapports de distance. Qu'est-ce qu'elle conserve donc? Eh bien, elle va conserver les rapports de distance, ce qu'on appelle les birapports. C'est-à-dire maintenant, si je calcule ici MA sur MB, qu'ensuite je calcule M'A sur M'B, et je divise les deux. Donc MA sur MB, ici, ça fait moins 3, c'est écrit là. M'A sur M'B, ça fait 3,6. Et quand je vais diviser moins 3 par 3,6, je vais obtenir moins 0,83. Si je fais la même chose ici, c'est-à-dire je prends M1A1 sur M1B1, qui est en haut, qui ne va pas être égal à ce numérateur-là, d'après ce qu'on a vu avant. Si je prends M'1A1 sur M'1B1, qui ne va pas être égal à ce dénominateur-là, mais quand je vais faire le rapport, ça va me donner la même chose. Donc ça veut dire que l'invariant, c'est ni la distance, ni les rapports, mais ce qu'on appelle le birapport. Alors ça, c'est important parce que on verra, pas maintenant, on verra quand on va faire les géométries non euclidiennes, que, en particulier les géométries à courbure négative, mais enfin je pense que c'est vrai dans tous les cas, on verra que ce birapport, il va permettre de récupérer les notions de distance et d'angle en fait. Puisque en géométrie non euclidienne, on verra qu'il n'y a pas la notion d'angle et de distance au départ, mais grâce à ce birapport, on va pouvoir le récupérer. Mais ça, c'est dans 2 mois qu'on verra ça, pas avant. Donc vous voyez, ce qui m'apporte là, surtout que vous ayez compris, c'est que si je prends 2 points AB et 2 autres points M et M', pardon, sur une droite, si je les mets en perspective, donc par une projection centrale, sur une autre droite, eh bien, ces rapports-là vont être égaux. Ce qu'on va appeler les birapports. Alors, il y a une notation pour les birapports. On va noter ABMM' avec des parenthèses. Alors, ce n'est pas des coordonnées du tout, hein, c'est une notation. Alors, quelquefois, si vous regardez des bouquins, il y a un point-virgule ici. Mais bon, ça n'a pas grande importance, à vrai dire. Donc, ABMM', bah, c'est ça. C'est MA sur MB sur M'A sur M'B. Et A1, B1, M1, M'1, c'est celui-là. Et bien donc, les birapports ici, par projection, sont égaux. Donc, il y a conservation des birapports. Vous voyez que c'est une géométrie très différente, qui, d'une certaine façon, est beaucoup moins contraignante, j'allais dire, puisque, enfin, en même temps, on perd des propriétés avec cette perte de la conservation des longueurs et des distances, des longueurs et des rapports. Mais en tout cas, ce qu'on obtient, c'est quelque chose de beaucoup plus universel, puisque
Si vous faites une figure avec une règle, vous dessinez des points dessus, vous voyez que cette figure n'est faite qu'avec des règles, avec une règle. Je n'ai pas besoin de compas, je n'ai pas besoin d'équerre. Eh bien, même sans instrument autre qu'une règle, alors ici il faut un peu une règle graduée parce qu'il faut mesurer ses longueurs, mais on peut démontrer qu'on peut le faire même sans règle graduée. Bon. En tout cas, si avec une règle seulement, je dessine cette figure, eh bien, quelle que soit la façon dont j'ai construit la figure, en respectant la projection, eh bien, j'aurai ça qui va être conservé. Donc, c'est une espèce de conservation minimale dans la géométrie. À partir du moment où vous faites de la géométrie, vous avez des points et des droites, eh bien, vous pouvez dire que, au minimum, dans vos constructions, c'est ça qui va être conservé. Et donc, ce qui va se passer au XIXe siècle, c'est qu'on va repartir de ça pour reconstruire la géométrie. On va prendre ça comme point de départ, uniquement, c'est-à-dire les alignements et les intersections, la conservation du birapport, et à partir de ça, on va reconstruire les idées de cercles, etc., de coniques, etc. On va pouvoir construire, par exemple, des cercles sans compas. Alors, on ne peut pas construire tout le cercle, mais on peut construire autant de points qu'on veut sur un cercle, rien qu'avec une règle. Bon, je ne vais pas faire ça pour le moment, on verra plus tard, si je me décide à le faire. Alors, il reste quelque chose là. Oui, la projection centrale, qu'on appelle aussi projection perspective, conserve les birapports. Donc, ça, c'est... Des questions là-dessus? Alors, la fin, là, je ne vais pas le faire ici. Bon, là, j'ai terminé, si vous voulez, j'ai terminé la partie qui, en allant un peu plus loin que prévu, va me servir dans la suite, quand je vais parler de géométrie non euclidienne. Maintenant, je voudrais montrer sur ces exemples-là d'autres figures, d'autres façons de voir la perspective, ou plutôt de ne pas la voir, c'est-à-dire d'autres constructions. Alors, le premier qui a mis ça en évidence, c'est lui, on pense souvent que c'est Escher, mais ce n'est pas lui, c'est Oskar Reuterswärd. Il y a un timbre de Suède, Sveriges, c'est la Suède, je crois, en son honneur. Et vous voyez que ce sont ce qu'on appelle des objets impossibles. Alors, c'est très connu chez Escher. L'escalier d'Escher, alors vous avez l'escalier là-bas sous forme graphique, et puis une représentation par Penrose, qui est un grand géomètre qui vit encore, anglais. Et puis la représentation de la chute d'eau là, qui monte ou qui descend toujours selon que vous regardez. Donc vous voyez, ce sont des objets qui n'existent pas. Comment c'est fait? C'est fait par une distorsion de la perspective. C'est-à-dire que Escher, alors il y a deux points, il y a deux comment dire, techniques, la distorsion de la perspective et puis une autre dont je ne vais pas parler. Mais en tout cas, on va le voir sur un exemple après. Bon, là, c'est en mouvement, j'ai trouvé cette illustration sur Internet. Bon, il faut fixer un peu l'image pour voir qu'à un moment donné, ça change de perspective, quoi, en fait. Mais c'est difficile. Quelquefois, on perd le sens de ça. Ça ne correspond pas du tout à notre vision du monde, quoi, d'une certaine façon. Sur le dessin d'Escher qui est en haut à droite, si vous regardez, les personnages qui sont d'un côté montent tout le temps. Ils sont toujours en train de monter, ou toujours en train de descendre, selon le côté que vous prenez, ce qui est aussi impossible. Donc vous voyez que le dessin est fait d'une certaine façon. Alors, ça, ce sont des distorsions de la perspective. Il y a un autre exemple très connu, c'est ce qu'on appelle le tripoutre de Penrose. Alors, ce tripoutre de Penrose, ouais, je ne l'ai pas dessiné entièrement. Malheureusement, je ne l'ai pas mis entièrement. Ah, c'est dommage. Attendez. Non, je ne vais pas pouvoir le faire. Bon, le tripoutre de Penrose, on le voit là, quoi, en fait. Si vous regardez cet objet-là, ça ne peut pas exister, ce tripoutre. Or, il existe vraiment, puisque là, il est au musée des techniques allemands. Mais vous voyez que quand on change de position, on ne le voit plus, puisqu'en fait, c'est le fait que les deux ne se raccordent pas. Seulement sous un point de vue, on le voit comme ça. Mais en réalité, il y a une construction qui fait que, sous les autres points de vue, c'est un objet normal. Et c'est simplement quand vous vous mettez, je ne sais pas, il faudrait se mettre ici,
sur ce côté-là. Là, j'y arrive presque à voir que les deux éléments du haut se raccordent. Et du coup, quand ils se raccordent, ça ne correspond pas à quelque chose de... Ouais. Est-ce que c'est la même chose, ce point de vue, que lorsqu'on prend la bouteille de Klein en 3 dimensions ou en 4 dimensions? Non. Ils s'intersectent, Non. ils s'intersectent. C'est pas le même problème. Non. Enfin, disons que du point de vue... c'est le tripoutre, je l'ai. Excusez-moi, je l'ai ici. Du point de vue mathématique, je réfléchis. La bouteille de Klein, c'est pas un problème de perspective, en fait. On va dire ça comme ça. C'est un problème de plongement dans l'espace, ce qui n'est pas la même chose. Mais bon, il faudrait peut-être détailler. J'avais oublié que j'avais fait ça ici. Ouais, voilà le tripoutre de Penrose, tel que dessiné par Penrose ou par Escher. Bon. Mais alors, vous voyez que si vous regardez comme ça, c'est tout à fait normal. D'accord ? Donc, si on cache 2 sommets, l'objet est à nouveau possible. Même chose. Donc, si je regarde au voisinage d'un sommet, c'est-à-dire si je regarde uniquement, admettons que j'ai une espèce de loupe, ou de truc qui me restreint la vision, eh bien, le dessin est correct. On dit qu'il est localement correct, le dessin, mais pas globalement. Globalement, donc quand je regarde, là je l'ai fait pour les 3, à chaque fois que je regarde un sommet, ça marche. Le dessin est correct localement, au voisinage de chaque sommet, mais il n'est pas correct globalement. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, on dirait en mathématiques qu'on ne peut pas, sur cet objet-là, on ne peut pas recoller ensemble des voisinages locaux. Mais c'est la même chose qu'en cartographie. En cartographie, étant donné la rotondité de la Terre, enfin c'est le même problème, ce n'est pas la même chose du point de vue technique. En cartographie, si vous faites une carte d'une zone de la Terre, et vous faites une carte de la zone voisine avec des parties qui se chevauchent, vous avez des distorsions à cause de la rotondité. C'est-à-dire que ça ne se recouvre pas exactement. Alors en cartographie, on s'arrange un peu pour que ça se recouvre, mais vous avez des distorsions de distance et d'angle. C'est ce qu'on avait vu quand j'ai parlé de géométrie sphérique. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ce n'est pas le même point de vue, encore une fois, parce que ce n'est pas un problème de projection cartographique, mais c'est la même question, c'est-à-dire quand est-ce que 2 visions, c'est un problème de topologie, quand est-ce que 2 visions locales d'un même objet peuvent se recoller pour en donner une vision globale? Et là, la réponse c'est non pour cet objet-là. En réalité, dans la réalité, pour les objets, ça marche bien sûr, mais pas pour cet objet-là, qui a été construit exprès pour ça, bien sûr. Alors, j'ai presque fini, ça tombe bien. Oui, là vous avez... Attendez, je reviens un peu en arrière. Oui. Là, vous avez d'autres exemples de distorsion de la perspective. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs de Hans Holbein, une peinture du XVIe siècle. Là, vous voyez que c'est censé représenter donc, des ambassadeurs ou quelqu'un qui reçoit des ambassadeurs, en tout cas un prince. Et vous avez un objet bizarre au premier rang, quoi, au premier plan. Pardon. Cet objet, en fait, si on veut le voir correctement, ça donne ça. Si on le redresse, on va dire. Alors, comment ça a été peint ? En fait, la peinture elle-même, l'ensemble de la peinture est peint avec la perspective classique, mais cet objet-là, il est peint en mettant l'œil du peintre ici. Comme si l'œil du peintre était à ras de la peinture. Et bien sûr, la superposition des deux, c'est comme tout à l'heure, il n'y a pas recollement. Alors pour la petite histoire, il semble que c'est une grande, je pense que c'est assez grand, ça fait 2 mètres sur 3, quoi, quelque chose comme ça. Hein. Et c'était au fond d'une pièce, comme ici. Et donc le prince recevait les ambassadeurs qui voyaient cette espèce de magnificence du prince. Et pour sortir, il y avait une porte là. Et donc quand il sortait, il jetait un dernier coup d'œil et il voyait la tête de mort. Alors c'est une espèce d'opposition entre la magnificence du prince et puis la finitude de la vie, quoi, en fait. Bon, donc ça a été construit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une anamorphose. C'est aussi c'est une distorsion, façon de parler. C'est une façon de faire la perspective différente.
Vous avez des anamorphoses, par exemple, qui sont construites. C'est un dessin qui est fait là. Et quand vous mettez un cylindre réfléchissant, vous obtenez le dessin. Et ce qu'a voulu représenter le... Si vous regardez uniquement ça, c'est difficile de voir qu'il s'agit de la tête de cette personne, quoi, en fait. C'est une anamorphose cylindrique. Après, il y a aussi la perspective curviligne. La perspective curviligne, c'est le... Enfin, il y a des exemples anciens, comme celui-ci, de 1652, de Carel Fabricius. C'est une vue de Delphes. Et là, c'est une version moderne qui a été... Albert Flocon, c'était un graveur. Il y a un livre très intéressant de lui qui s'appelle... je ne sais plus, mais en tout cas qui est préfacé par Bachelard et qui est très intéressant sur la gravure. Et lui, il a théorisé cette perspective qui tient compte des déformations de notre vision sur les limites de l'œil. Comme on a un œil sphérique, un peu comme quand vous regardez dans une boule de Noël, vous avez des déformations sur les côtés. Alors vous voyez que là, donc, ce n'est pas une perspective classique. Hein, vous avez une Escher a fait aussi une gravure comme ça. C'est une perspective tenant compte du fait que la tête du dessinateur est ici. Vous voyez que là sont ses bras et lui, il est là. Et lui, il voit donc le monde avec... sur les bords, il y a des déformations sphériques, quoi, en fait. Donc c'est une autre forme de perspective qui date surtout, au niveau de la théorisation, qui date du XXe siècle. Bon, alors je vais conclure, pour terminer aujourd'hui, avant de passer la semaine prochaine, la semaine d'après, à la géométrie non euclidienne proprement dite, c'est-à-dire telle qu'elle a été construite dans l'histoire, en dehors de ces deux exemples que j'ai traités depuis le début de l'année. Alors, donc je rappelle ici, on voit que la géométrie projective, on n'a pas les mêmes éléments et les mêmes axiomes que la géométrie euclidienne. Cependant, je l'ai dit plusieurs fois, les géomètres ne l'ont pas associé au questionnement de l'Antiquité sur le 5e postulat d'Euclide qu'on verra la semaine suivante, qui est le fondement de la géométrie non euclidienne ensuite. Alors, je vais donner quelques citations, oui, là, c'est la suite, quelques citations donc, de Franck Castel, qui est un historien des arts, qui essaye de comprendre un peu quel est notre rapport au monde à travers la géométrie, d'une certaine façon. Alors, Franck Castel, il dit « À travers les images, l'homme découvre à la fois l'univers et le besoin de l'organiser ». Alors ça va être quelque chose de courant dans l'épistémologie de la géométrie, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est que la géométrie ? Alors, le deuxième texte de Léon Brunswick, dans Étapes de la philosophie mathématique, qui est un livre très intéressant et très important, ce que nous voyons, c'est dans l'espace, mais nous ne voyons pas l'espace. L'espace a sa racine dans l'expérience, il a son achèvement dans la raison. Donc, ce que veut dire Brunswick, c'est que nous, on voit des objets, mais ils sont dans quoi, ces objets ? Et en fait, on construit une structure en géométrie qui va accueillir ces objets, qui est la structure, par exemple, de la géométrie projective, mais qui peut être autre chose, et dans laquelle on va faire rentrer ces objets. Donc, les objets, on pourrait dire d'une certaine façon, ça dépend du point de vue qu'on a, si on est platonicien ou pas, les objets géométriques, ils existent, le réel, on va dire, qui nous entoure, les murs, tout ça, bon, enfin, les murs, c'est du réel construit, mais les planètes, tout ça, ça existe, mais notre représentation, elle est construite. C'est-à-dire que c'est une construction mentale, à travers les mathématiques, mais aussi à travers la peinture, par exemple, on l'a vu, hein, parce qu'il y a des tentatives de représentation du monde à travers la peinture ou à travers la cartographie. Donc, dans tous les cas, on a affaire à une construction. Alors, la dernière, qui est un peu longue, mais bon, c'est un livre qui s'appelle « Initiation à la géométrie ». Bon, je le cite parce que c'était mon prof à la fac, Rudolf Kusch, et que c'est lui qui m'a initié à la fois à la géométrie et à l'histoire des mathématiques. Donc il a écrit un appendice. Alors je le lis rapidement. La notion d'espace naît lorsqu'il s'agit de coordonner les diverses situations spatiales, c'est-à-dire expliciter les relations mutuelles entre les corps, que ce soit à travers le mouvement, dans la mécanique, ou que ce soit à travers la représentation plane des situations spatiales. Et c'est ce problème de la représentation plane que nous étudions ici. Autrement dit,
lui voit les mathématiques, enfin la géométrie on va dire, comme une construction mentale qui va essayer de rendre compte de notre rapport au réel. Mais ça n'est pas nécessairement le réel. Actuellement, c'est une question qui se pose dans la physique. Dans la physique actuelle, c'est, par exemple en mécanique quantique, est-ce que les représentations de ce qu'on appelle les particules élémentaires ou même des quarks signifient qu'il y a des quarks? Ou est-ce que ce sont simplement des représentations qui sont inscrites dans une structure mentale qu'on a construite? Alors, pourquoi la représentation plane? Bon, ça c'est peut-être un peu moins intéressant, mais depuis qu'il s'exprime et donc qu'il exprime son rapport au monde, l'homme a utilisé des configurations planes pour représenter les situations spatiales. Ça, c'est la perspective. Dans le dessin préhistorique, jusqu'à la peinture classique, en photographie, voir l'écran de télévision. Bon, actuellement, on ne dirait pas de télévision, on dirait l'écran, parce que ça, c'est un truc qui date de 1985, je pense, à peu près, et dans l'informatique, effectivement. Donc, en fait, effectivement, on est confronté quand même dans le monde, actuellement, à travers les écrans, à des représentations planes du monde. Toutes nos représentations à travers les écrans sont des représentations planes. Et par exemple, si vous prenez les dessins, le dessin par ordinateur, c'est écrit en géométrie projective. C'est écrit dans un système de coordonnées homogènes. Parce que ça permet de rendre compte de toutes les situations, qu'elles soient parallélisme ou pas, avec les points à l'infini ou pas. Donc les coordonnées homogènes sont utilisées même là, même en informatique. Si vous prenez un langage comme Python, avec lequel on peut dessiner des objets, eh bien, les représentations sont... et dans les jeux vidéo, c'est pareil. Dans les jeux vidéo, tout ce qui est autre que ce qui est filmé, mais tout ce qui est dessiné à partir de coordonnées homogènes en géométrie projective. Bon, donc, cela a conduit à définir les règles qui régissent la conception, la réalisation et la lecture de ces représentations. Alors ça va être la géométrie. Et ce, à travers une double problématique que l'on pourrait définir comme celle d'un peintre d'une part et de l'autre de l'architecte à partir de sa représentation plane. Cela explique le rôle des peintres et des architectes dans la mise en place des règles, ce qu'on a vu nous, et les liens étroits qu'ils entretiennent avec la géométrie. Alors, là c'est plus général, si on peut voir la science comme construction d'une représentation rationnelle du monde, alors c'est ça le point fondamental. La science est une construction d'une représentation rationnelle du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, cette phrase est très importante. Rationnel, c'est rationnel au sens des Grecs. Rationnel, chez les Grecs, j'en ai parlé assez souvent dans les années qui précèdent, ça vient de ratio, c'est-à-dire en fait en grec de logos. Le rationnel, c'est ce qu'on peut mettre en relation. C'est pas du tout comme on dit maintenant, rationnel, irrationnel. Irrationnel, ça serait des trucs bizarres. Non. Chez les Grecs, la religion, c'est très rationnel. Parce que c'est un ensemble de concepts en relation dans un système global qui forme un système, justement. Ça, c'est le rationnel. Donc, on peut voir la science comme c'est le point de vue de Rudolf Kusch, mais ce n'est pas le seul, bien sûr, ce n'est pas le seul Rudolf Kusch à avoir ce point de vue, comme la construction d'une représentation rationnelle du monde par l'esprit humain. Donc, ce qui veut dire que ça ne donne pas vraiment le monde. C'est la façon dont le monde est vu par l'esprit humain. Construction dont les mathématiques constituent l'un des aspects les plus importants, même si on peut douter de leur universalité. Ça, c'est un autre problème. On ne saurait quand même oublier, alors lui, il s'oppose en ça aux platoniciens, sans doute, on ne saurait quand même oublier que cette rationalité se construit sur un donné. C'est-à-dire, Rudolf Kusch, c'était aussi un physicien. C'est-à-dire, il pensait qu'on ne construit pas ce monde rationnel qui nous sert à expliquer ou à représenter le monde, on ne le construit pas dans l'abstrait. On le construit avec notre rapport aux objets de la physique, enfin, aux objets du réel, on va dire. Alors, il se construit sur un donné qui n'est autre que le résultat du heurt de l'homme avec le réel. Et l'appropriation du savoir, qui reste l'un des objectifs de l'enseignement, c'était un livre qui était destiné à l'enseignement des mathématiques, à l'IREM, se construit elle aussi sur ce donné. C'est ainsi que la géométrie élémentaire, cette partie de la science qui se situe au carrefour des mathématiques et de la physique, construction qui fut longtemps le modèle de la physique mathématique, reste encore aujourd'hui la voie d'accès au savoir géométrique contemporain. C'est l'un de ceux, Rudolf Kusch, qui a protesté énormément contre l'abandon de la géométrie dans l'enseignement secondaire. Parce qu'il considérait que la géométrie, c'est justement là que se situe
le lieu de la construction par l'être humain de son rapport au réel. À travers, bon, bien sûr, ça se fait aussi en algèbre, hein, ce n'est pas le problème, mais disons que la géométrie, c'était quand même prégnant par rapport à ça. Donc, bon, voilà, le reste, vous pourrez le lire vous-même si ça vous intéresse. Donc, je termine donc par cette conclusion un peu générale, philosophique, si on peut dire, mais pas vraiment, sur ce qu'est la géométrie. Moi, c'est un point qui m'intéresse beaucoup dans ce que je fais avec vous, c'est-à-dire d'approfondir petit à petit ce qu'il y a, non pas dans la géométrie, mais dans les mathématiques. Bon, cette année, c'est la géométrie. Ce qu'il y a dans les mathématiques qui permettent de comprendre le monde, en fait, de se le représenter. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.